Christine Moreto, qui est responsable nationale du point d'information citoyen, égalité, droits et valeurs, anciennement Europe des citoyens, donc qui va nous faire un exposé. Alors, quelques points déjà en préalable, puisque effectivement c'est un nouveau programme qui prend naissance, donc ce n'est pas tout à fait le relais du programme L'Europe pour les citoyens, puisque il a été adjoint au volet L'Europe pour les citoyens, 3 autres volets qui forment aujourd'hui un programme complet dont je vais vous dire juste quelques mots, puisque on va plutôt s'attarder sur le volet 3 qui concerne l'engagement et la participation des citoyens, et notamment qui couvre les notions de jumelage de villes, réseau de villes et les projets sur la mémoire européenne. Donc je suis ici effectivement pour représenter les tant redoutés financements européens, qui sont cependant un mal nécessaire. Et sans surprise, je vous dirais que je ne peux pas m'inscrire dans ce qui a été dit sur l'histoire de la loterie. Pourquoi ? Parce que je suis les porteurs de projets. C'est mon rôle en tant que point de contact. J'ai un rôle bien sûr d'information, mais j'ai aussi un rôle d'accompagnement. Et que je ne peux donc pas croire que des personnes qui obtiennent 10 fois de suite un jumelage de ville, c'est juste par chance. Donc, d'une part, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, les chiffres sont têtus. J'ai reçu régulièrement les statistiques de la Commission. Et il se trouve, contrairement aux rumeurs aussi qui peuvent circuler, j'ai l'habitude, je fais énormément de réunions d'information avec les comités de jumelage. Il se trouve que sur les dernières statistiques, entre guillemets, intéressantes pour nous, puisque c'était 2019, la France est le premier pays à le meilleur taux de succès sur l'obtention des subventions sur le jumelage de villes. Donc là encore, je ne crois pas que c'est une loterie et je crois réellement qu'il y a des compétences. Je pense en revanche que notre taux de financement, ça c'est la bonne nouvelle, là, le taux de réussite. La mauvaise nouvelle est que effectivement, parce que les porteurs de projets français ne veulent pas tenter l'affaire, eh bien effectivement, ils ont un très fort taux de succès étant donné qu'ils déposent peu par rapport à d'autres pays, notamment par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, encore beaucoup moins, évidemment. Donc effectivement, sur le nombre de projets déposés, on a un taux de succès qui est intéressant parce que si ce sont ceux qui se sentent autorisés à le faire qui le font. Pour autant, pour accompagner des porteurs de projets régulièrement, on peut réussir, même quand on est un tout petit comité de jumelage, à obtenir. Et moi, j'ai plein d'exemples partout de gens qui obtiennent des financements. Et c'est vrai que sur d'autres pays, c'est une autre culture, mais ils déposent énormément, notamment sur tous les pays de l'Est et sur l'Italie aussi, pour ne pas la nommer, parce que c'est simple en fait. Sans l'argent européen, il n'y a pas de projet possible dans ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas de soutien financier, ni des régions, ni des départements, ni des villes. Donc le problème est assez vite résolu. Et de ce fait, ils se sont investis pour acquérir des compétences, parce qu'effectivement, déposer un projet européen, c'est un peu plus compliqué, je vous l'accorde, que de déposer un projet aussi bien sur une subvention de ville. J'ai été moi-même porteur de projet, donc je connais très bien la problématique du porteur de projet. Et c'est la raison pour laquelle j'abonde dans le sens des porteurs de projet certaines fois. Et j'essaye autant que possible, en tant que point de contact national, de défendre aussi les intérêts des porteurs de projet au niveau de la Commission. Mais sur d'autres points, je ne peux pas rejoindre le pessimisme ambiant qui est de dire que encore une fois, les demandes de subventions ne sont pas uniquement accessibles en fonction du budget. J'avais énormément de remarques sur le programme L'Europe pour les citoyens qui consistait à dire « Ah non, mais c'est un tout petit budget, 189 millions ». C'était effectivement, comme je le disais, le petit pousset des programmes européens. Pour autant, en fait, cette considération n'est pas très intéressante. La seule considération intéressante est de savoir le taux de succès d'un programme. Moi, je pourrais vous citer des programmes comme Europe Créative, par exemple, qui ont un taux de succès qui était extrêmement faible. Pourquoi ? Parce que c'était un programme extrêmement sollicité.
Il y a sur certains programmes comme Erasmus, notamment sur certains volets du programme, aussi des volets qui ont entre 15 et 20% de succès. Donc on est là aussi, ça dépend un petit peu du nombre de porteurs de projets, tout simplement. Il est vrai, en revanche, que sur l'ancien programme, il y avait, et je l'entends, il y avait aussi des enveloppes qui étaient, sur certains volets, trop faibles. C'est une réalité, et même la Commission en convenait. Donc, notamment, tout ce qui était projet de la société civile, les réseaux de villes. Et donc, effectivement, je ne peux que reconnaître que même un bon projet n'avait pas forcément de financement. On est aujourd'hui passé sur une autre dimension. On est passé quand même d'un programme qui était à 189 millions d'euros. Alors, c'est un peu faussé ce que je vais vous dire, puisque évidemment on est passé à 1,5 milliard, mais il y a d'autres volets qui ont rejoint, et ces volets-là existaient précédemment à travers d'autres programmes. Donc évidemment, l'augmentation du budget ne concerne pas uniquement le programme L'Europe pour les citoyens. Mais sur le volet qui était précédemment celui de l'Europe pour les citoyens et qui aujourd'hui est à quelque chose près le même en termes de contenu, on est sur un delta quand même de 3 à 4 fois supérieur à ce qu'était le programme précédent. Donc, évidemment, il y aura plus de financement pour le jumelage de villes, il y aura plus de financement également pour les autres volets. Et cette volonté, c'est une négociation qui a été longue, vraiment très longue sur le programme, et qui a été un peu obtenue de haute lutte, puisqu'on a été, avec d'autres structures de la société civile, très nombreux, à demander une augmentation, puisque c'est un programme qui a été vraiment plébiscité par l'ensemble des citoyens, et particulièrement les organisations de la société civile, puisque ça permet effectivement de faire vivre des projets. Et on est tout à fait d'accord, et je m'inscris justement dans le cadre de cette réunion, parce que je suis persuadée que le meilleur terreau européen est bien celui de l'action et celui du projet. Et cela s'inscrit dans les partenariats et dans les comités de jumelage. Vous êtes confrontés, bien sûr, à des soucis. Alors, on l'a entendu sur le vieillissement des jumelages de villes. On y travaille. Moi, j'y travaille également avec les porteurs de projets dans de multiples réunions. Il y a des solutions, comme on l'a entendu tout à l'heure, et on en reparlera cet après-midi. Simplement, je voulais juste insister sur ce point parce que c'était dans l'ADN de ce programme de soutenir les jumelages de villes, et ça l'est toujours. Même s'il y a d'autres volets qui se sont adjoints. Et évidemment, vu de l'extérieur, on pourrait se poser un peu la question sur le programme, sur le côté un peu hétéroclite du programme sur les différents volets. Personnellement, j'y vois plutôt quelque chose de positif. D'abord parce que c'est un programme qui désormais a une visibilité, ce qui n'était pas vraiment le cas précédemment. Ensuite, parce qu'il défend une idée large de la citoyenneté. Et la citoyenneté, ce n'est pas que l'engagement et la participation civique, mais c'est également des droits qui sont accolés aux notions, à tous les traités dont on a entendu parler, et qui figurent dans les traités européens. Et c'est intéressant aussi de concevoir la citoyenneté d'une manière extensive et plus large. Donc le programme aujourd'hui, je ne vais pas vous le décrire ici, on a eu un atelier hier où j'ai pu déjà définir un peu tous les aspects du programme, et pour ce faire, je vous invite à aller voir régulièrement sur le site qui existera dans quelques temps, parce que c'est vrai que le programme a été un petit peu précipité. Et que nous-mêmes, points de contact nationaux sur les différents pays, on était un peu pris de court. Donc on est en pleine construction du site. Et lorsque celui-ci sera en état d'être lisible en français, vous pouvez en attendant consulter le site Funding and Tenders, qui est uniquement en anglais, mais sur lequel vous avez l'ensemble aussi des informations.
Donc on aura aussi des dates de réunion, on a des différents partenaires, hein, que ce soit des collectivités, que ce soit des associations, la FAFA avec qui on travaille régulièrement notamment, mais d'autres structures avec qui on organise des réunions comme les Maisons de l'Europe, les centres d'information Europe Direct, et de nombreuses collectivités ou de nombreuses régions également qui se sont positionnées sur le nouveau programme, donc je vais le dire CERV pour aller plus vite, hein, citoyens, égalité, droits et valeurs. Donc on travaille avec eux et on essaye de rendre le programme plus lisible. Donc je vous invite à regarder les dates de réunion sur lesquelles vous pourrez éventuellement vous inscrire si c'est dans votre région ou si c'est en visio, pouvoir également regarder. Donc simplement très rapidement, ce programme comprend 4 volets, même si on va plutôt parler du volet 3. Dans ces 4 volets, on a un premier volet qui s'appelle Valeurs de l'Union européenne, qui est un volet nouveau, qui n'existait pas, ce n'était pas un ancien programme, et dont la principale caractéristique est de vouloir soutenir les organisations de la société civile pour justement faire exister ces valeurs de l'Union européenne, et notamment les faire exister dans certains pays où, sans les financements européens, il n'y aurait pas de voie possible pour ces valeurs. Donc, elles soutiennent, ce volet soutient à la fois de manière structurelle des organismes de la société civile et en même temps sur des projets également qui pourraient intéresser aussi certaines structures de pouvoir développer des projets autour des valeurs de l'Union européenne, donc à savoir la construction, on en a parlé un petit peu tout de suite, ça rejoint ce que font les Maisons de l'Europe, les centres d'information Europe Direct sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, comme vous le savez, n'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Donc ça fait partie des préoccupations du programme. Le volet 2 et le volet 4 sont des volets qui préexistaient, puisque c'était des volets et des programmes qui existaient dans la DG Justice, c'est-à-dire des programmes justice de l'Union européenne, et qui ont gardé cet aspect plutôt juridique sur la protection et la promotion des droits, que ce soit des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des minorités. Et c'est vraiment dans l'idée de faire connaître les droits au niveau des citoyens européens et aussi de permettre de développer des dispositifs qui vont permettre de protéger les victimes. Donc ça concerne donc les volets 2 et 4. Et enfin, on aura donc le volet 3 qui concerne la participation civique et qui est plus ou moins un copier-coller du programme L'Europe pour les citoyens, avec quelques aménagements, notamment en termes de souplesse. Donc, sur le volet 3, alors je regarde un peu l'heure. Sur le volet 3, on est toujours donc, sur un sous-volet qui s'appelle la mémoire européenne, hein, qui existait déjà précédemment. Il s'agit principalement, alors non pas de financer des commémorations, mais plutôt à partir de dates de l'histoire et de moments importants de l'histoire européenne, de pouvoir développer des débats et une réflexion où on invite un public le plus large possible, autour de ces débats, à réfléchir sur l'impact de ces moments de l'histoire et de réfléchir également sur l'avenir et de faire des ponts entre le passé et l'avenir. C'est un peu ça le ressort du programme. Ce qui est important à comprendre, alors c'est vrai, je toucherai 2 mots sur Erasmus tout de suite après, c'est vrai pour tous les programmes européens. C'est-à-dire que pour entrer dans un programme, le préalable, c'est d'avoir compris ce qui est attendu. Et c'est bien souvent le point d'échec en fait, des porteurs de projets. C'est de partir sur son projet sans tenir compte des priorités et des grandes lignes directrices qui sont définies. Alors c'est vrai que sur les programmes européens, il y a ce que j'appelle toujours les marottes, c'est-à-dire qu'il faut respecter un certain nombre de règles du jeu. C'est assez scolaire.
Et plus vite on l'a intégré, cet aspect-là, et plus vite on est en capacité de répondre au projet. Pour ma part, je considère que l'aspect scolaire peut être effectivement gênant, mais il a aussi un aspect qui est intéressant et qui est de savoir répondre aux questions qui sont posées, puisqu'en fait, les questions sont souvent extrêmement précises. On en reparlera cet après-midi quand on verra un peu plus précisément justement les projets, comment on peut déposer un projet. C'est assez facile parce qu'il faut répondre aux questions précisément qu'on vous pose. Et donc souvent, on a tendance à partir dans son projet sur autre chose. J'en profite également, puisque je parle de mémoire européenne, pour faire un petit aparté par rapport à l'OPHAGE. Je connais bien aussi les projets OPHAGE. On parlait tout à l'heure de financement. C'est important de préciser que l'OPHAGE et le fonds citoyen également franco-allemand est particulièrement intéressant en complément des financements européens puisqu'il ne constitue pas un double financement. L'OPHAGE n'est pas un financement européen, c'est un financement bilatéral et donc vous pouvez parfaitement, moi je l'ai fait à de multiples reprises, déposer des projets, avoir un projet, que ce soit Erasmus ou un projet sur le CERV, et parallèlement avoir un financement franco-allemand qui vous permet d'avoir parfois plusieurs niveaux de programmes et vous dire, oh, bah, si j'ai le premier financement, je mets ça en place, si j'en ai un deuxième, je mets ça en place, et vous complétez les actions que vous aviez développées. Donc ça, c'est important parce que ça vous permet également, en termes d'investissement en temps, où je suis particulièrement sensible à ça, hein, parce qu'on se dit toujours, c'est bien hein, de s'investir dans un projet européen, mais si je ne l'ai pas, alors qu'est-ce qui se passe? Tout ce temps que j'aurais passé pour rien. Alors, je reprendrai l'histoire de la loterie, 100% des gagnants ont tenté leur chance, mais là, pour le coup, c'est vrai. Hein, c'est-à-dire que si on ne prend pas le temps de se former ou de s'informer, eh bien, on n'aura jamais de financement. Et moi, je rencontre des gens qui me disent je n'ai jamais obtenu de financement, et je leur présente dans les témoignages des gens qui ont des tout petits villages, des tout petits comités de jumelage et qui obtiennent ces financements. Donc, il y a bien une question aussi d'acquisition de compétences. Ça, c'est une réalité, mais c'est vrai dans tous les domaines quand on dépose une demande de subvention de manière générale. Il faut s'arrêter, je pense, c'est ça? Non, c'est simplement, je voulais juste compléter, vous pouvez vous référer au mardi de la FAFA qui avait été consacré justement au financement européen, où Christine nous avait déjà développé de façon précise, et il ne faut pas désespérer de ces financements, au contraire. Et quand elle dit c'est une professionnalisation, rappelez-vous qu'il y a plusieurs étapes, et comme dit très souvent Jean-Michel, lisez bien ce qui est marqué, ce qui est demandé. N'ayez pas peur de relire ce qui est marqué. Souvent, on a tendance, et moi le premier, à bon, là j'ai compris, et hop, et je passe à la question suivante. Non, il faut lire vraiment dans le détail. Il ne faut pas avoir peur de lire, de relire ce qui est demandé, les directives. Voilà. Oui, ça tout à fait. Et vous avez aussi, en plus en étant dans un réseau, la chance aussi de pouvoir vous adresser à des personnes qui ont eux-mêmes déposé des dossiers, notamment pour ce congrès, hein, où le programme L'Europe pour les citoyens précédent a financé une partie du congrès, hein, comme d'autres financeurs. Donc c'est vrai qu'ils ont déjà déposé, ils ont déjà de l'expérience, et c'est précieux. Et il y a d'autres structures hein, qui accompagnent, comme les Maisons de l'Europe, c'est assez inégal en fonction de l'expérience de chacun et de l'interlocuteur que vous allez avoir, mais vous n'êtes pas tout seul. Et alors, on a aussi un peu tendance en France à travailler un peu en silo, et donc il n'y a pas toujours des échanges de dossiers. Ça, on en parlait aussi il n'y a pas longtemps, mais que ce soit sur. Alors, je parlais tout à l'heure, si vous déposez, par exemple, sur l'OPHAGE, eh bien, les questions, vous savez, ne sont pas extrêmement originales. Hein, quand on fait vite le tour entre l'impact, les objectifs. Enfin, c'est extrêmement banal comme question. Donc, quand vous avez travaillé
pour une demande de financement, eh bien, vous avez en partie travaillé pour une autre. Ce n'est pas un copier-coller, mais vous pouvez quand même extraire un certain nombre de choses. Et donc, vous n'avez pas, entre guillemets, travaillé pour rien, parce que non seulement vous avez développé des compétences, mais en plus, vous pouvez vous en servir pour aussi, ne serait-ce que aller auprès de la région. Donc, avoir un financement européen, c'est également bien souvent avoir une forme de reconnaissance, même au niveau local. Et ça, c'est un point aussi important. Curieusement, il est beaucoup plus facile d'obtenir un financement quand on a déjà obtenu quelque chose. Moi, j'ai eu certains financements. J'étais sur Paris. On parlait tout à l'heure de financement. Quand on est sur Paris, évidemment, c'est très compliqué. Les financements ne suffisent pas. Par exemple, sur un Erasmus, si vous avez 39 € pour un échange de jeunes, autant vous dire qu'avec cette somme-là, vous ne pouvez pas ni les loger, ni les nourrir. Enfin, donc, vous êtes obligé d'avoir d'autres financements, ceux de la ville de Paris, ceux de la région parfois. Donc, ça oblige effectivement à cette démarche. Mais en même temps, vous vous rendrez compte que si vous avez un financement européen, soudainement, il est beaucoup plus facile d'obtenir aussi des financements locaux. Et comme je le dis fréquemment dans les formations, imaginez que le financeur est un éternel inquiet, en fait, et que son obsession, c'est de s'assurer que l'argent qu'il vous donne soit bien utilisé, qu'il a bien fait de vous le donner à vous plutôt qu'à quelqu'un d'autre, que vous avez bien conscience de tous les enjeux, etc. Donc vous ne répéterez jamais assez à quelqu'un qui est inquiet que vous avez toutes les compétences pour déposer un dossier. Et donc il ne faut jamais avoir peur de faire, comme je le dis souvent, feu de tout bois, c'est-à-dire se servir de la reconnaissance qu'on a eue par la ville, de se servir de la reconnaissance qu'on a eue sur un projet quel qu'il soit, pour valoriser à la fois vos compétences. Et en même temps, il y a une forme quand même de légitimité pour un financeur à s'assurer qu'effectivement l'argent, qui est celui quand même du contribuable, est bien distribué. Donc en ce sens, je n'y vois pas vraiment d'objectif, de contestation majeure. Je pense qu'on va peut-être poursuivre cet après-midi sur le cœur du volet. On a déjà un peu vu ce qu'était la mémoire européenne, mais j'y reviendrai rapidement, puisque ça nous permettra justement de faire un point sur tout ce qui est jumelage de villes, puisque ce sera plutôt notre propos cet après-midi. Merci Christine, merci d'être restée jusque maintenant. J'espère que vous viendrez cet après-midi aussi, parce qu'on sera sur des choses beaucoup plus concrètes. On pourra avoir une interaction cet après-midi. Si vous avez d'autres personnes, vous savez, qui sont intéressées par cet atelier, parce qu'on est un petit peu surpris, il y avait 80 personnes qui étaient inscrites et on ne les a pas vues. Donc, j'espère qu'on sera un petit peu plus nombreux cet après-midi. Mais comme je vous dis, ce seront des choses beaucoup plus concrètes. Tu m'as demandé en préambule de faire une conclusion, d'apporter une conclusion. Je voudrais revenir sur le préambule où je citais Michel Barnier, négociateur du Brexit sur la citoyenneté européenne. Maintenant, je vais citer Pierre Moscovici, qui est premier président de la Cour des comptes. Face à la montée du nationalisme, un mot qu'on n'a pas cité ce matin et qui pourtant malheureusement est une réalité. Face à la montée des nationalismes en Europe, nous avons besoin de soutien de militants, enfin l'Europe a besoin de soutien de militants, d'activistes, de refondateurs, bref, d'Européens convaincus que nous sommes. Le travail, alors j'ajoute, moi, le travail en réseau ne peut que renforcer la volonté de chaque Européen de faire avancer la construction de l'Union européenne, ne pas rester seul, mais coopérer, s'associer, s'enrichir de la différence des autres. Merci, bon appétit. On se retrouve à... quelqu'un a le programme sous les yeux 14h30, c'est ça? Alors, je vais reprendre où j'en étais sur le nouveau programme, donc CERV, Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs, mais un peu en amont, puisque je ne l'avais pas évoqué sur les autres possibilités de financement. Donc, on avait bien sûr évoqué l'OFAGE, le Fonds citoyen, et juste quelques mots aussi auparavant sur le fait qu'il y a
parallèlement d'autres financements européens que je ne représente pas mais que je connais, au moins pour les lister, c'est-à-dire les financements comme Erasmus. Une erreur assez traditionnelle est de penser qu'Erasmus n'est là que pour financer les étudiants, et ce n'est pas le cas puisqu'il y a de multiples volets. Il y a aussi bien des volets éducatifs qui concernent des acteurs éducatifs, des associations qui notamment ont déposé sur des partenariats stratégiques pour faire des programmes et des projets avec des partenaires européens. Et il existe aussi un autre volet d'Erasmus qui est le volet jeunesse et qui permet de financer des échanges. Donc un peu au même titre que sur les projets de la société civile sur le programme CERV, qui s'appelle plus projet de la société civile mais qui correspond au même type d'activité. Vous avez la possibilité aussi de financer des échanges en mobilité sur Erasmus, en sachant qu'ils ont un budget qui a explosé. Donc, ils n'ont que l'embarras du choix, je pense, pour les financements. Alors, la jeunesse n'est pas ce qui est le mieux doté, mais malgré tout, il y a des possibilités importantes sur ce programme, qui est lui aussi un programme forfaitaire, et j'en arrive justement au volet 3. Donc quand je parle, je vais vous donner un exemple très concret d'utilisation de ces programmes sur un échange de jeunes où vous avez programmé, moi je l'ai fait par exemple avec des services civiques qui étaient français, allemand et italien. Donc vous pouvez avoir un groupe qui est financé à la fois par l'OFAGE et en même temps qui est financé par le programme Erasmus, à partir du moment où votre programme ne s'appuie que sur une démarche jeunesse, c'est-à-dire pas au-delà de 30 ans. Si vous êtes sur une réflexion, par exemple sur des sujets un peu plus politiques, sur la politique européenne ou sur des préoccupations qui peuvent rentrer dans le cadre du programme CERV, là, on peut effectivement être sur le programme CERV à condition d'élargir le public. Vous ne pouvez pas être que sur des jeunes. Enfin, vous pouvez, mais vous avez beaucoup moins de chances d'aboutir dans votre projet. Il faut toujours faire une distinction entre ce qui est écrit et ce qui est souhaitable pour être retenu et sélectionné. Et souvent, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que ce qui est le minimum... alors, l'idée pour un programme, c'est de dire... Alors là, je vais vous citer la mémoire européenne, justement, sur laquelle on était. On n'a pas besoin d'avoir de partenaires. On peut déposer un projet sans partenaire, on peut être déposé seul. Mais très concrètement, dans tous les projets que j'ai pu voir passer, je pense qu'il y en a un seul que j'ai vu qui a été retenu, qui n'avait pas de partenaire. Et donc le principe, c'est de dire oui, c'est possible, mais à ce moment-là, il faut que votre projet, il ait quelque chose de particulier. En l'occurrence, c'était la ville de Dunkerque, et en l'occurrence, c'était un énorme projet. Et qui quand même intégrait la venue de partenaires, même s'ils n'étaient pas intégrés au projet. Donc, c'est écrit dans les textes, effectivement, il ne peut n'y avoir qu'un seul partenaire. Sauf qu'effectivement, pour être retenu, dans la mesure où vous êtes en concurrence avec d'autres projets, eh bien, on va sélectionner les projets qui seront qui sembleront soit les plus originaux, soit les plus intéressants, soit ceux qui génèrent le plus de public. Et vous savez bien que le financeur, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est la visibilité de son projet et le fait que vous ayez un large public. C'est pour ça qu'on vous le répète, et c'est surtout vrai pour ce programme, puisque la seule chose qu'on vous demande lorsque vous rendez des comptes de votre programme, de votre projet, à la fin de votre projet, la seule chose qu'on va vous demander, c'est de prouver que les événements ont eu lieu et que vous avez bien eu le nombre de personnes que vous aviez annoncé. Ce qui signifie bien que l'essence même du projet porte sur la dissémination et sur la confrontation avec un nombre important de profils différents de publics. Donc,
ça fait partie de ce que j'appelle la philosophie d'un programme. Si vous êtes sur, par exemple, un échange de jeunes Erasmus, bien sûr, on va vous parler de dissémination, mais on est quand même sur un échange mobilité de jeunesse. On n'est pas sur la même philosophie de programme. Et c'est là où il est important de savoir, quand vous écrivez un projet, où vous allez le déposer. Et encore une fois, on est dans l'écriture d'un projet, dans le cadre d'un financement. Et c'est ça qu'il faut repérer. Et non se dire, j'ai mon projet, je le dépose quelque part, et voilà, j'espère que ça va coller. Il faut vraiment prendre connaissance de toutes les priorités. Donc assez vite aussi, je vais vous décrire les priorités. Déjà, dans le principe, vous savez que dans des programmes de financement européen, il y a deux choses extrêmement importantes. Ce sont les lignes directrices. Bon, ça, c'est un peu vrai partout. Hein. C'est globalement quelles sont les conditions, qu'est-ce qui est demandé par le programme, les incontournables, j'appellerais ça, du programme. Et puis, vous avez les priorités. Les priorités sont aussi des éléments qui sont plus ou moins important à respecter. Il y a des programmes où vous pouvez peut-être passer outre parce que votre projet sera original. Donc là encore, si vous regardez le programme de travail, on va vous dire qu'il y a un certain nombre de priorités qui sont définies, mais que vous pouvez en proposer des projets qui sortent de ces priorités. C'est vrai. Mais encore une fois, si vous êtes en concurrence avec de multiples projets qui rentrent dans les priorités, eh bien, cette concurrence vous sera peut-être un peu fatale. Donc, moi, j'ai tendance à conseiller de rentrer dans ces priorités et d'y rester et de les respecter de manière assez scolaire, parce que c'est ce qui réussit malgré tout le mieux. Donc, sur la mémoire, par exemple, effectivement, on vous dit qu'il s'agit de... Donc, toutes les priorités sont autour des commémorations, et ça ne veut pas dire que vous pouvez financer la commémoration de votre... Enfin, à l'occasion d'un jumelage, d'ailleurs, ou peu importe, ou d'une autre occasion. Ça veut dire simplement que à partir de cette commémoration, on va financer un projet qui va permettre le débat, la réflexion, et on reste toujours dans les lignes directrices du programme et dans la philosophie du programme. Donc les priorités qui, sur l'année 2021-2022, elles sont pour l'instant définies uniquement sur 2 ans. Donc comme vous l'avez peut-être compris, c'était un petit peu chaotique quand même là, l'arrivée du programme. C'était assez précipité puisqu'il y a eu une négociation très très longue qui a eu lieu sur notamment justement le financement du programme, enfin sur sa dotation qui a été très longue et qui a fini par aboutir comme on le souhaitait d'ailleurs, mais du coup tout est sorti un peu tardivement. Donc les appels à projets qui ont eu lieu cette année ne seront pas les mêmes en termes de date l'an prochain, puisqu'on va rétablir un ordre normal. En fait, il y aura des appels à projets qui tomberont tous les ans sur les mêmes thématiques, et comme pour le programme L'Europe pour les citoyens, où on avait au mois de février les jumelages de villes, donc voilà. Il y aura... Alors la mauvaise nouvelle pour le jumelage de villes, c'est qu'il n'y aura a priori qu'un seul appel à projet par an. Donc ça, c'est effectivement un peu dommage. On verra, j'espère que les choses évolueront. Donc il ne faut effectivement pas rater la date, parce que sinon ça reporte vraiment votre projet. Sur les autres priorités, donc on est sur la... Alors je vais passer quand même sur le jumelage de villes. Ah oui, pardon. Avant, je voulais effectivement vous définir quand même les activités qui étaient attendues sur le programme Mémoire. Vous voyez que, comme je le disais, on doit parler, mais pas seulement pour commémorer, mais aussi pour permettre aux personnes qui sont impliquées dans le projet de pouvoir débattre sur les sujets qui sont concernés. Donc on est sur cette année plus sur les régimes totalitaires et sur l'Holocauste. C'était le programme 2021-2022 qui sera redéfini par la suite sur d'autres priorités, qui est entre 2023 et 2027, puisque là on est parti sur une période
de 7 ans qui est prédéfini par la Commission européenne sur un certain nombre de grandes lignes et de priorités. Donc, sur les activités, ce sont sur tous les volets du programme les mêmes types d'activités, c'est-à-dire des activités de sensibilisation, des activités de formation, de recherche. Ça peut être des publications, des analyses, des campagnes. Ça dépend en fait évidemment du volet. Sur le volet mémoire, on est sur une activité de commémoration qui tourne souvent autour d'événements, de conférences, de débats, voire de publications. Ce qu'il est important à retenir par rapport à ces activités, c'est que ce n'est pas parce qu'on met recherche que le projet peut se concentrer uniquement sur la recherche. C'est-à-dire que ça doit être une partie du projet. Encore une fois, on retombe sur la même philosophie du programme qui est une diversité, aussi bien des profils de public que des actions à mener. Donc ça fait partie de l'exigence aussi des activités, c'est-à-dire avoir une variété d'activités. Ce n'est pas un programme de financement de recherche. Et l'erreur en fait, des porteurs de projets vient parfois du fait que parmi cet ensemble un peu éclectique qui est défini, chacun pense, en fonction de son projet, que par exemple, je peux donc mettre une activité de recherche. Alors qu'en fait, c'est une partie des activités. Et c'est vraiment la variété qui est attendue. Donc, il peut y avoir une erreur sur l'interprétation qui fait que j'ai parfois des projets qui arrivent où on est sur un autre type de financement. Il existe des financements européens sur la recherche. Là, je vais vous parler après sur les réseaux de villes de certains points où on pourrait se dire c'est presque de la recherche et de l'innovation. C'est pas le cas. On n'est pas sur les mêmes. Il faut toujours se référer au principe de base qui est la concertation des citoyens et la confrontation des idées. Donc, on a sur les activités, comme vous le voyez, évidemment une dimension européenne. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'il faut une dimension européenne, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un partenaire européen. Donc, ça aussi, c'est un concept qui n'est pas forcément si évident à comprendre pour des porteurs de projets. Alors, je vous ai mis pour l'instant, puisque tous les appels à projets, encore une fois, ne sont pas sortis, et donc il y aura d'autres appels à projets. Je vous ai mis les appels à projets qui ont eu lieu, pour l'instant, sur ce volet, qui est donc les appels à projets par rapport à la mémoire. Vous voyez que sur les critères d'éligibilité, ce sont aussi bien les autorités publiques, donc les collectivités, que les structures associatives et les organismes ou ça peut être des musées, des médiathèques, tout type de structure. Et ce qui est encouragé, c'est la transversalité et c'est la transsectorialité. C'est un peu le maître mot du programme. Alors, la date de limite, je vous l'ai mise, puisque je l'ai laissé, mais c'était donc un forfait de 60 000 euros. Maximum, oui. Alors, avant, c'était plus important sur le volet... Mais... A priori, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, finalement la plupart des projets ne dépassaient pas cette somme. Et bon, après j'ai pas la connaissance de tous les projets, donc je ne sais pas. Donc il va y avoir un nouvel appel à projet qui va apparaître là à la fin de l'année et qui probablement devra être déposé avant le mois d'avril. Généralement, les appels à projets tombent 2 mois avant la date limite de dépôt. Vous avez donc 2 mois. Moi, je conseille, on aura peut-être l'occasion d'en parler un peu après, mais je conseille de télécharger avant un appel à projet ou vous me contactez pour me demander de vous donner un exemple d'appel à projet. Parce que, encore une fois, ce que je disais au début, c'est important de lire l'appel à projet. Il y a énormément de choses sur le formulaire de subvention qui sont importantes et qui sont importantes pour construire son projet. Alors, ce qu'on appelle désormais la participation citoyenne et l'engagement,
c'est l'équivalent de ce qu'étaient les projets de la société civile. Donc on rejoint, là pour vous donner un peu une illustration, j'ai beaucoup de structures comme les jeunes européens, le Parlement européen des jeunes par exemple, là j'avoue qui essaient d'émarger parce que là le budget était vraiment faible et donc ils n'avaient pas beaucoup de chance quand même d'obtenir un financement. Il faut être donc je souhaite et je pense que ce sera différent puisque le programme est beaucoup mieux doté. Donc on a sur tout ce qui est projet des organisations de la société civile. Alors ça ne veut pas dire que les collectivités ne peuvent pas être partenaires. De toute façon, j'y reviendrai pour le jumelage de villes, mais c'est souhaitable même. C'est toujours souhaitable d'avoir un échange et d'avoir une collaboration avec une collectivité. Même si je sais que c'est pas toujours facile, en tous les cas, de part et d'autre d'ailleurs, mais c'est forcément important, ne serait-ce qu'en termes de dissémination. Et je vais y revenir après sur le jumelage de villes. Donc là aussi, vous voyez qu'on est toujours sur le même type de public visé, c'est-à-dire à peu près tout le monde, hein, pour être assez clair. Tout type de structure, de la société civile, des établissements scolaires, de recherche, des universités. Moi, j'ai vraiment, dans les publics que je peux avoir au téléphone, des gens très, très diversifiés. Ça va du théâtre jusqu'à la collectivité, en passant par le club de sport, la chorale, enfin vraiment, encore une fois, peu importe le type de structure, et voire même, plus elles sont diversifiées, et mieux c'est. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Le tout étant évidemment par contre, d'avoir la capacité de remplir et de déposer. Ça, c'est... Alors, les priorités, les fameuses priorités de l'action 2 pour 2022. Alors, je fais juste un tout petit aparté sur les autres volets. Il y a un volet qui est particulièrement intéressant pour ceux d'entre vous qui travaillent soit avec des collectivités, soit qui ont développé des projets sur l'impact du Covid, notamment sur le volet 4 de Daphné. Il y a un fort accent qui est mis sur l'impact Covid sur les enfants, puisque c'est un programme, un volet du programme qui est axé sur la protection et sur les aides aux victimes. Et donc, dans ce volet figure également le soutien à des dispositifs qui viennent aider en fait à résoudre les problèmes, par exemple, de déscolarisation ou de difficultés d'intégration scolaire suite à l'impact du Covid. Et on le voit exactement, et aussi là, hein, vous pouvez le voir sur les priorités et l'accent qui est mis sur justement l'impact de la crise du Covid, c'est également le cas. Des projets qui sont liés et également sur les jumelages de villes, hein, à différents niveaux, quel a été l'impact du Covid. Donc il s'agit, à travers ces événements, donc vous voyez par exemple pour ceux d'entre vous qui connaissent par exemple Erasmus, sur le volet jeunesse ou ce qu'on appelait le dialogue structuré et qui concerne des échanges de jeunes sur les politiques, on n'est pas exactement sur la même chose, puisque là, il est bien indiqué rassembler un éventail diversifié de personnes ici d'horizons différents. Et ça, c'est vraiment le maître mot du programme. Quel que soit l'intérêt du projet, ce qui est un des éléments les plus importants, c'est la diversité du public. Donc, vous voyez qu'il y a différentes priorités qui sont mises en avant, les élections, les prochaines élections, ça, généralement, ça revient toujours. Donc, tout ce qui est lutte contre la désinformation, on est toujours un peu sur les mêmes problématiques, hein, de désinformation, les problématiques de manque d'information. De manque de connaissance de l'Union européenne. Donc tout ce qui peut rentrer dans ces volets fait partie des thématiques que vous pouvez intégrer au projet.
Donc, les activités qui sont attendues, une des activités importantes qui est le recueil des avis. Alors, souvent, surtout en fait sur les jumelages de villes, quand j'ai des réunions avec les comités de jumelage, souvent, ils me disent ah oui, non, mais si on doit mettre un débat, alors... non, mais nous, on n'est pas là pour vendre l'Europe, en fait. Hein. Et donc, je leur dis, en fait, il ne s'agit pas de propagande. Hein. Il s'agit de poser une thématique sur laquelle on va pouvoir dialoguer. Et vous êtes tout à fait libre de faire remonter, et vous êtes même encouragé à faire remonter l'ensemble des opinions des citoyens. Il ne s'agit pas d'un plébiscite ou si vous n'avez pas une opinion suffisamment positive de l'Union européenne, vous verrez une partie de la subvention disparaître. On n'est pas sur ce terrain-là. Vous avez vraiment un rôle aussi à jouer pour faire remonter, et que moi, personnellement, je trouve largement aussi intéressant que lorsqu'on met en place des consultations qui peuvent être un peu hors sol. Là, on est dans un vrai projet, on est dans l'action. Et donc, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir faire remonter les avis et les opinions des personnes à cette occasion. Donc, ça fait partie, hein, le recueil des opinions, des choses qui sont attendues. Alors, quand on appelle justement la promotion de l'engagement sociétal, on est plus sur l'engagement civique, on n'est pas sur la propagande, encore une fois. Donc, je le dis parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent, hein, dans les réflexions des porteurs de projets. Et bien sûr, sur l'échange, hein, entre citoyens, c'est bien ça, c'est bien pour ça qu'on veut des publics variés, etc. On est toujours sur la même ligne de directive. Alors, dans les types de financement, donc, on ne l'a pas eu encore, hein, l'appel à projet. Donc, j'imagine qu'il ressemblera à ce qui étaient les précédents, sur l'engagement de la participation citoyenne. Là encore, tout type de structure. Ah oui, un point important par rapport au budget qui concerne l'ensemble du volet 3 et qui ne concerne pas l'ensemble du programme. Alors, pour l'expliquer, le volet 3 est donc l'héritage de l'Europe pour les citoyens, qui est un programme forfaitaire, comme d'autres programmes thématiques qui sont également forfaitaires, comme par exemple Erasmus. C'est un programme, c'est le plus... c'était le plus facile des programmes, techniquement parlant, pour déposer un dossier. Je n'ai pas dit que c'était extrêmement facile pour autant. J'ai dit que c'est le plus facile, donc c'est une excellente porte d'entrée dans le financement européen, parce que on apprend et après on peut complexifier. Sur les volets du programme, il y a, comme je vous l'ai dit au début, 2 volets qui n'étaient pas des volets forfaitaires, puisque ce sont des volets qui viennent des programmes justice. Alors, on a, sur le programme L'Europe pour les citoyens, un petit peu perdu en simplification du dossier, puisque ils ont voulu mettre un même dossier commun. Et donc, effectivement, le dossier du jumelage de ville est devenu un peu plus compliqué. En revanche, sur les autres volets, c'est devenu beaucoup plus simple. Donc, effectivement, c'était des programmes plus compliqués pour déposer. Sur les volets 2 et 4, normalement, notamment sur Daphné. Donc aujourd'hui, vous avez une plus grande facilité, mais les autres volets ne sont pas des volets forfaitaires. Donc il n'y a que le volet 3 qui est un volet forfaitaire. Donc c'est important à retenir, surtout au moment de remplir le dossier. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui sont à remplir ou pas? Mais bon, on n'en est pas là, et à ce moment-là, bien sûr, vous pouvez toujours, encore une fois, appeler, soit au niveau de la FAFA, soit à mon niveau, pour avoir des renseignements. Le dernier, l'action 3, que j'ai appelée action 3 pour plus de simplicité et de repérage, c'est donc le jumelage de villes et le réseau de villes. Alors pour ceux qui connaissaient, vous remarquerez que ces 2 notions ont été réunies parce que traditionnellement,
souvent, les réseaux de villes, c'est un peu le jumelage de villes qui a grandi. Et puis aussi parce que c'est un peu les mêmes ressorts, même si, au fond, il y a quand même des différences notables. Notamment sur le fait que, bien sûr, sur le jumelage de villes, un comité de jumelage peut déposer seul une demande de subvention, ce qui n'est pas le cas sur un réseau de villes, où il faut évidemment que la ville soit partie prenante. Pour autant, ça fait partie des remarques dont on parlera, il est fortement souhaitable qu'il y ait une vraie collaboration entre la commune et le comité de jumelage. Alors, je connais bien les difficultés qu'il peut y avoir, parce que j'ai souvent des réunions où il n'y a que des comités de jumelage et des réunions où il n'y a que des collectivités. Et j'ai généralement un discours qui est le même vis-à-vis des deux entités, c'est-à-dire de dire au comité de jumelage il est important d'aller trouver votre commune, non pas pour obtenir le 35e financement d'un déplacement d'un groupe, souvent un groupe senior, mais plutôt d'aller voir votre commune et puis de lui proposer un projet européen, parce que déposer sur un financement européen, c'est avoir un projet, parce que sinon, si vous n'avez pas de projet, votre projet ne sera pas retenu. Et donc, c'est important parce que ça donne aussi au projet que vous montez un autre cadre. Et ça permet aussi de développer des réseaux. Et également, peut-être d'avoir un autre discours vis-à-vis des villes que de dire juste, ça fait 35 ans qu'on fait la même chose et on voudrait pour la 36e année faire à nouveau un jumelage et avoir une participation financière de la ville. Donc, et de la même manière, ce que je dis également aux collectivités qui me disent « Oh oui, mais le comité de jumelage, ils sont dans leurs petits trucs. Donc, non, c'est pas enfin, voilà, ils sont un peu hors jeu, en fait. C'est un peu le discours. Et je leur dis, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, parce que moi, j'ai les comités de jumelage et je vois généralement des gens qui ont occupé souvent des fonctions intéressantes et qui ont eu des capacités d'écriture. Et au moins sur ce point, il serait intéressant de partager et d'essayer de trouver une synergie et de travailler ensemble, parce qu'on sait aussi que pour les collectivités, c'est quelque chose de lourd de déposer un projet européen, comme ça l'est pour un comité de jumelage. Et donc, si on travaille en synergie et qu'on arrive à se partager, et moi je le vois régulièrement sur des comités, des jumelages de villes qui réussissent, c'est qu'à un moment, il y a un partage du travail qui se fait, qui permet aussi, d'une part, de donner un élan au jumelage de villes, et d'autre part, d'alléger la charge de travail pour chacun également. Donc, c'est aussi ce que doit permettre le fait d'aller émarger et de demander un financement européen, c'est de changer un petit peu le réseau, de changer un peu la donne sur le territoire. Et donc, bien sûr, on est sur un peu les mêmes thématiques et priorités que ce qu'on a vu, c'est-à-dire permettre une meilleure acquisition des connaissances de l'Union européenne. On parlait ce matin de ce sentiment d'appartenance. S'il y a bien, je pense, un des événements importants au sein d'une commune qui permet ce sentiment d'appartenance, c'est bien justement les fêtes de jumelage, c'est bien de pouvoir débattre. Alors, il est vrai qu'au niveau de la commission, la première chose qu'on m'a dite en arrivant, c'est sur les jumelages de villes. C'est sympathique, mais les Français, ils ont vraiment tendance à faire des jumelages de villes autour toujours de la gastronomie et des vins. Mais ça, c'est pas suffisant, en fait. Et donc, on a travaillé, et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, la qualité est quand même plutôt bonne sur les jumelages de villes français. Mais on a même plus de taux de succès que nos amis allemands. Donc, je pense qu'il n'y a pas à rougir des capacités en fait à déposer. En revanche, c'est effectivement un petit peu faible. Et
voilà, je vais pas en dire plus parce que je pense qu'on va un peu avoir l'occasion de discuter et de laisser des questions être posées sur justement comment faire pour faire vivre un partenariat ou un jumelage. Pour conclure, juste par rapport au programme, il faut savoir qu'on a... donc là, vous voyez s'afficher les priorités, mais je vous invite à surtout les consulter en amont. Ça, c'est vraiment de toute façon important parce que une chose est sûre, c'est que le temps européen n'est pas le temps normal. Le temps européen pour déposer un dossier, c'est prendre connaissance d'un document. Je ne vous demande pas de lire les 400 pages du guide du programme, mais au moins de lire vraiment la partie qui vous concerne, parce que là, par exemple, dans les priorités que je vous ai listées, ça peut être aussi source de confusion. C'est que c'est une synthèse du programme. Je ne vous ai bien sûr pas fait la totalité du programme. Et dans le détail, il est toujours important d'aller regarder un programme de travail. Donc vous avez un certain nombre de procédures à suivre. Si vous avez des difficultés par rapport, ne serait-ce que chercher les thématiques qui vous concernent, chercher pour obtenir un code PIC, c'est-à-dire un code pour rentrer déposer un projet, il y a peu d'éléments sur le site Funding and Tenders de la Commission, pour ne pas dire pas. Donc nous avons fait, nous, Point de Contact, des tutoriels. Donc pour l'instant, notre site n'est pas actif, mais dès qu'il sera actif, vous pourrez consulter, donc c'est dans quelques temps, vous pourrez le consulter les tutoriels. Vous avez des tutoriels pour obtenir un code PIC, des tutoriels pour télécharger un dossier, des tutoriels pour sélectionner les thématiques, rechercher des dossiers, etc., pour essayer d'aider au maximum les porteurs de projets, dans la mesure où je crains que effectivement le site ne soit pas traduit, et donc il faudra faire avec. Donc voilà. Et bien sûr, vous avez pour le programme des ressources, comme je l'ai dit, aussi bien au niveau de structures qui encadrent que du point de contact. Et on aura l'occasion d'avoir d'autres réunions plus approfondies pour étudier un dossier, pour étudier chaque volet, s'il y a des volets qui vous intéressent plus particulièrement. Là, il s'agissait davantage de rentrer un petit peu dans cette thématique et de voir dans quelle mesure un programme européen pouvait participer à consolider vos partenariats, et également pouvait vous aider financièrement surtout aussi, mais pas que. Et là, je citerai juste pour finir l'exemple d'une ville que j'ai accompagnée, qui était la ville de Marseille, et qui a obtenu un réseau de villes cette année sur la fracture numérique, et qui a permis de vraiment développer un grand réseau sur la ville de Marseille de structures qui ne se connaissaient pas, comme des structures qui travaillaient déjà sur le numérique, qui étaient des structures associatives, comme les services de la commune, les services centraux, qui n'avaient pas du tout l'habitude de communiquer avec ces associations. Et ils ont découvert à l'occasion de ce projet, qu'ils avaient un travail en commun qui pouvait être entrepris peut-être à plus long terme que juste sur un projet européen. Donc c'est aussi pour dire que ça a évidemment un impact fort sur les possibilités pour développer d'autres types de projets, et pas seulement des projets européens. Donc voilà le cours descriptif du programme. Merci Christine. C'est toujours très intéressant de voir un petit peu d'une autre façon, avec un autre regard. Et moi, je retiens, on en parlait tout à l'heure, l'importance de monter des dossiers, non pas seul dans son coin, mais de les monter avec les municipalités, si c'est le cas, ou du moins avec des partenaires. C'est vrai qu'à vouloir monter seul quand on monte seul un dossier, de toute façon, on se rend compte qu'il a été monté seul. Donc déjà, on prend un mauvais point au départ. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. Oui, Henri-Georges. Si tu peux prendre un micro, s'il te plaît. C'est rapide. Qu'est-ce que vous entendez par histoire européenne récente?
Alors là, je répète pour l'histoire européenne récente, c'est en fait c'est un peu ce qui est défini dans les priorités. Il ne faut pas tellement aller plus loin. En l'occurrence là, c'est l'Holocauste. Et ce qui est aussi visé, ce sont l'intégration des derniers pays à l'Union européenne. Donc la transition démocratique pour ces pays. Généralement, c'est toujours très fléché. Et c'est pour ça que c'est important de faire attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Très nombreux, n'est-ce pas? Non, tout à l'heure, je disais de l'exemple Parce que les traductrices ne peuvent pas traduire. Hein. C'est l'exemple de, tout à l'heure, je vous en parlais, d'une commune qui n'est pas loin de chez nous, dans la Loire, qui appelle la semaine sur la citoyenneté et qui a déposé un dossier européen sur la citoyenneté et qui avait donc travaillé avec d'autres pays de l'Union européenne. Donc il y avait la Croatie, il y avait l'Espagne, l'Allemagne, et puis je ne vois plus quel autre pays, Pologne. Et donc, au début, c'était très difficile. Et puis, en fin de compte, il s'est rendu compte que c'est facile, il a eu 7 000 euros. Il a fait la même chose sur le fonds citoyen. Ah, c'est pas possible. Et il a eu 5 000 euros. Comme quoi, il faut aussi savoir bien cibler le dossier. C'est vrai que de monter avec lui, je le croyais lourd. Et en réalité, quand on énumère bien les points, qu'on les suit, il n'est pas si lourd que ça. Mais il faut que ça rentre bien dans le cadre. Et je crois que tout à l'heure, vous avez bien fait d'insister. C'est de bien cibler le lieu où on doit toucher pour avoir la subvention. Mais ça, vous savez, je trouve la même expérience avec mon expérience de maire. Quand j'avais 30 ans, il y avait des communes qui ne pouvaient pas toucher les financements et d'autres pouvaient. Simplement, c'est qu'ils ne tapaient pas comme il faut sur la bonne cible. Et je crois que comme toute demande de financement, il faut essayer, c'est lourd, c'est vrai, de savoir lire. Je crois que ce matin, tu l'as bien dit, savoir cocher les cases. Et quand on se coche les cases, bon, il y a du financement. Et quand vous finissez, je finirai par les programmes Erasmus. On dit le programme Erasmus, c'est pas possible. Demandez aux Britanniques aujourd'hui, qui ne sont plus dans l'Union européenne, tous les étudiants qui ne touchent plus Erasmus. Il faut demander toujours à ceux qui... Ils ont un nouveau programme. Oui, mais de l'Union européenne, ces étudiants qui disent aujourd'hui, comment je fais? Quand ils l'avaient, ils savaient. Aujourd'hui qu'ils ne l'ont plus, ça, ils se rendent compte que le déficit qu'ils ont. D'ailleurs, j'en profite pour dire que effectivement, le Royaume-Uni ne fait plus partie des pays qui sont financés pour les jumelages de villes. Donc, j'ai conscience que c'est un problème majeur pour certains. On se rend compte toujours, c'est quand on n'y est plus qu'on se rend compte. Alors, il y a effectivement, c'est difficile de toute façon. Au départ, c'est toujours compliqué d'aller sur un financement européen. Effectivement, ça demande un petit peu de temps, un peu d'énergie, mais c'est généralement ça rapporte entre guillemets parce que encore une fois, si on dépose sur Erasmus ou le CERV, c'est un peu la même chose. Et, je veux dire, le vocabulaire est le même, la démarche par objectif, c'est la même. Enfin, on est quand même, c'est pas très très original. Donc, on peut vite retrouver. Et de toute façon, alors dans une moindre mesure, par exemple sur l'OFAGE, les dossiers sont beaucoup plus simples. Et c'est surtout que le temps est beaucoup moins important. En fait, une des problématiques sur les financements européens, c'est de bien mesurer le temps avant. Parce que là, j'ai pas eu le temps de décrire, mais c'est vrai que dans la procédure pour déposer un dossier, le souci, c'est que si on est trop juste, après, effectivement, on a du mal à mettre en place le projet parce qu'il faut du temps, vraiment beaucoup de temps, de la sélection, etc. Et donc, il y a aussi une forme, effectivement, de complexité par rapport à ça, qui est celle de bien identifier l'échéancier, en fait, qu'on doit avoir. Et c'est pour ça que l'encadrement et l'accompagnement, il est important. Parce que sinon, on peut vite baisser les bras. Et moi, j'ai des petites communes qui sont en Bretagne. Je cite toujours cette commune alors je ne sais pas si c'est Bazouges ou de Louvigné-du-Désert, qui a quand même un poste et demi qui est financé sur des financements européens. Alors pas forcément thématiques, il y a aussi du structurel. Mais et moi je travaille avec certaines collectivités sur justement viser à avoir une information
globale sur les financements européens et pas faire cette espèce de sémantique entre thématiques, structurelles. Peu importe, en fait. Il y a de l'argent européen qui viennent abonder, par exemple, la construction d'une crèche. Et dans le même temps, pourquoi pas avoir un événement de jumelage de villes dans lequel on va mettre en avant les actions de la commune sur l'argent qu'elle va chercher auprès de l'Europe. Et valoriser les actions aussi de la commune. Parce que c'est aussi, ça peut être aussi un levier pour valoriser, en termes de communication, les actions qui sont menées. Donc, ça fait partie d'un tout, en fait, et éviter de scinder comme ça les leviers financiers. Merci. Vous avez d'autres questions? Richard, tu veux faire la conclusion de cette première partie? Et puis après, je te demanderai d'intervenir sur le projet du GEFA. Comment c'est déjà? Je ne sais plus. Courir pour la paix. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, moi, j'irai préparer, parce qu'on a reçu des photos de l'action de Auch. Oui, je crois que ça va être très simple, parce que tout ce qu'on vient de vous dire pour les financements européens, c'est projet stratégique. Hein, voilà. Partenariat stratégique. Hein. C'est comme ça qu'il faut aborder le sujet. Et si vous vous souvenez de ce que j'avais défini ce matin, hein, il y a 3 types de plateformes. Hein. Donc, soit local, régional, soit thématique, soit projet européen. Donc, et comme vous l'avez bien dit, hein, dans le temps européen, donc dans le moyen temps, hein, et pas dans le court terme. Voilà. Hein, j'ai la même expérience que vous. Hein. C'est le jour que les gens viennent, 3 jours de la réponse de l'appel d'offres, hein, et ils n'ont même pas encore un projet, mais ils veulent de l'argent. Hein. Donc non, il faut penser effectivement à moyen terme. Ça, c'est vraiment fondamental. Et puis, une fois qu'on est bien engagé là-dedans, qu'on maîtrise les techniques, on pérennise aussi sa propre organisation. Et là, je parle pour tous ceux qui sont sous forme associative. Hein. Un autre point qu'on n'a pas évoqué, parce que les temps qu'on nous a donnés sont beaucoup trop brefs, mais il y a aussi, par exemple, les programmes FEDER, hein, qui existent. Hein. La plupart des régions y ont droit. La plupart des programmes FEDER font du micro-projet maintenant. Hein. Oui. Et aussi, ils ont une part de citoyenneté depuis la nouvelle programmation 2021-2027, où on a exigé justement d'intégrer cette notion de citoyenneté, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart du temps, les projets FEDER, personne n'était au courant que c'était financé par l'Europe. Et donc, il y a cette petite part qui a été adjointe et qui rejoint en fait notre activité, mais qui malheureusement est souvent séparée par cette notion structurelle, thématique. Voilà. Alors effectivement, c'est pour le volet citoyenneté des FEDER, hein, des programmes régionaux du FEDER, qui développent aujourd'hui des micro-projets. Hein, ça existe dans ce qu'on appelle le Rhin supérieur, ça existe dans la grande région qui concerne Grand Est, et comme les nouveaux programmes FEDER se mettent au point actuellement, se négocient actuellement, je pense qu'on les trouvera aussi dans d'autres régions, hein, de programmation, de la possibilité de micro-projets qui sont très voisins de ce qu'on fait pour les jumelages, hein, c'est-à-dire c'est forfaitaire, c'est pas trop lourd, mais ça dépend de certains gestionnaires sombres encore dans la bureaucratie. Ils n'ont pas encore bien compris. Je bataille moi-même actuellement sur une de ces régions FEDER pour leur dire on va regarder ensemble les programmes de Bruxelles. Hein, parce qu'ils disent non, c'est pas possible, la Commission nous a interdit ça. J'ai dit non, mais on va regarder ensemble. Hein, voilà. Hein. Pourquoi ce qui est possible à Bruxelles, avec le même règlement financier, ce ne serait pas possible chez nous, hein. Ouais, hein, il faut intervenir. Hein. Donc ça, c'est effectivement penser à ça. Hein. Albertville est dans un FEDER, hein. C'est tout à fait évident. Hein. Donc il faut aller voir concrètement ce qu'il y a. Hein, et effectivement, on peut faire des opérations qui sont très voisines de ce qu'on peut faire dans le programme CERF ou dans Erasmus. Hein.
Sauf que là, on a beaucoup plus de chances, effectivement, d'aboutir à un financement réussi. Voilà. Alors sinon, moi, je vous ai mis un certain nombre de mots-clés qui sont un peu masqués par les tables, hein, et moi-même, je ne les vois pas. Hein. Les mots-clés d'un consortium de projets ou d'un partenariat à moyen terme, c'est d'abord la confiance. Hein. Et là, j'insiste sur le fait que les partenariats qui vous ont proposés à travers les maisons de l'Europe ou les académies européennes, ce sont justement des partenaires de confiance. Pourquoi nous avons EUNET, notre réseau fédéral européen? Ben, c'est parce que c'est pour nous, c'est l'outil fondamental, hein, effectivement, d'avoir dans 21 pays différents des partenaires de confiance. Hein. Parce que moi, je suis souvent saisi de projets qui me viennent de... je ne veux pas maintenant citer de pays, mais beaucoup plus à l'est, on va dire, d'organisations de la société civile que je n'ai jamais connues, entendues, hein, et dont je ne trouve pas toujours une trace, même dans Internet. Hein. Donc j'y vais vraiment avec beaucoup de précautions, si j'y vais. Hein. Par contre, si c'est un partenaire qui est dans un de mes réseaux, hein, notamment dans le réseau EUNET, qui me dit, voilà, moi j'ai un projet, j'ai besoin d'un partenaire français, la thématique, ça t'intéresse, est-ce qu'on peut faire? Eh bien oui, je ne réfléchis pas sur le degré de confiance que je lui accorde. Je suis dans un réseau de confiance. Et c'est pour ça qu'on les a montés, ces réseaux, hein, effectivement. Hein. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que moi, ce que je vois passer, souvent d'ailleurs des autres points de contact nationaux, pour pas les citer, souvent des pays de l'Est d'ailleurs, qui m'envoient genre une semaine avant le dépôt du projet une demande de partenariat, de recherche de partenaires. Là, on sait bien forcément que le projet, il n'a pas été écrit en lien avec les partenaires. Donc, en gros, on écrit le projet et puis on attend. Et donc, moi, je ne relais pas parce que je pense que c'est pas sérieux. Donc, on ne peut pas trouver un partenaire comme ça. Alors, je ne dis pas si ça peut être un partenaire d'un partenaire qu'on connaît bien. Bon, pourquoi pas. Mais faire ça comme ça à la volée, vous avez des cabinets qui sont spécialisés, en fait, qui envoient des demandes... comme ça, voilà, à la volée, avec des demandes de partenariat un peu sur tout. Alors, ça se fait beaucoup sur, par exemple, la recherche et l'innovation. Mais bon, ça se fait aussi, justement, et ce qui semble encore beaucoup moins probable sur notre type d'activité, parce que là, sur de la citoyenneté, je ne comprends même pas, enfin, ça paraît quand même... et ça, souvent, ça se sent hein, dans l'écriture aussi du projet, parce que on voit bien que... c'est pas lié au profil du partenaire, quoi. Voilà. Oui. Donc oui, c'est super important. Voilà. Après, la confiance, c'est la bienveillance, parce que nous sommes de cultures différentes. Hein. Et quand on parle d'interculturalité, il faut comprendre que l'interculturalité, ça veut dire clairement comprendre l'autre dans sa culture, pas dans la mienne. Et quand je commence à dire, vous savez, les Allemands, ils sont comme nous, ils mangent des pommes de terre et des saucisses, je ne suis pas dans l'interculturalité, parce que je parle de ma culture. Ils sont comme nous. Si je veux parler des Allemands sur le plan interculturel, je les décris dans leur culture et je ne me réfère absolument pas à ma culture. Beaucoup de projets jouent là-dessus. Parce qu'en définitive, il y a une approche franco-française ou une approche germano-allemande, mais pas l'autre dans sa culture. Il faut comprendre. Et si on fait bien ça, si on est bien dans un contexte interculturel, on va parler d'un langage commun. Et un langage commun, ça veut dire très clairement, pour chaque projet, on fait un glossaire, des mots-clés du projet, pour qu'on soit bien d'accord sur ce qu'on va faire et la façon dont on le comprend, notamment sur les justificatifs à produire, par exemple. Qu'on n'est pas « Ah non, mais moi, je n'ai pas compris ça du tout, comme ça. Et puis, je ne l'ai pas fait. » Ah oui, mais c'est moi qui suis porteur de projet principal. Pour le décompte, ça va être difficile. Voilà, glossaire, c'est ça le langage commun. Merci pour votre attention. Merci, bravo à Christine et à Richard pour tout votre exposé.